Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Bonjour chers auditeurs de la 91.5, nous sommes heureux de vous savoir scotcher à vos postes de récepteurs pour une émission spéciale avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Voilà, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Daniel Kadjo. Bonjour Daniel. Bonjour aspirante Emmanuel Akambari, bonjour à tous les auditeurs de Doulos FM. Bonjour homme de Dieu. Bonjour à vous, bonjour à Daniel et bonjour à tous nos auditeurs. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'accomplissement des prédictions données par l'homme de Dieu par rapport au Covid-19. Donc, nous aimerons savoir la première question, homme de Dieu. Vous avez parlé sur l'Artemisia annua comme étant un remède potentiel au Covid-19 et nous réalisons que selon le gouvernement malgache, c'est évidemment une solution miracle pour le Covid-19. Que pensez-vous de cela? Reprenez un peu la question, s'il vous plaît. Ok, par rapport à l'Artemisia annua dont vous aviez parlé il y a de cela quelques temps de l'Artemisia annua comme étant un remède potentiel au Covid-19. Donc nous aimerons savoir par rapport, le gouvernement malgache a adopté ce remède et détient déjà la solution au Covid-19 comme étant l'Artemisia annua. Que pensez-vous de cela? Je pense que je sais pas quoi penser parce que ce qu'on a dit est arrivé, quoi. C'est la même chose. Donc, moi, je pense que, comme j'ai expliqué, la vie est basée sur des lois. Le monde est gouverné par des lois. Quand vous regardez le monde, la vie, l'univers, le cosmos, vous regardez les galaxies, vous regardez la relation entre la création, entre elles, et la relation entre la création et le créateur. Alors, dans toutes ces choses-là, il y a des lois. Relation entre homme et homme, il y a des lois. Relation entre homme et nature, il y a des lois. Relation entre homme et Dieu, il y a des lois. Donc, relation entre homme et la vie, il y a des lois. Donc, c'est une grave erreur de penser que la vie est plate. C'est-à-dire qu'elle est plane, ça veut dire qu'elle est juste ce que vous voyez. Non, la vie n'est pas ce que vous voyez à première vue. La vie a des secrets. La vie a des lois. Et je pense que pour une personne qui voudrait rendre utile son existence et son passage sur la terre, il faut donner de l'importance à comprendre les lois qui régissent l'existence des hommes, l'existence de la création et la relation entre la création et son créateur. Donc c'est important. Lorsque vous commencez à comprendre que la vie est une science, beaucoup de personnes ont vécu et sont mortes et ont été oubliées. Elles n'ont pas laissé de marque sur les rives ensoleillées de l'existence et de l'humanité. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas compris que la vie était basée sur des lois et des règles. Et elles ont vécu leur vie au hasard, elles l'ont vécu au jour le jour. Or, on ne vit pas la vie au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne vit pas la vie sur la base de qu'advienne que pourra. Non, la vie, il y a des lois, il y a des règles, il y a une science qu'il faut étudier. Il faut d'abord déjà la découvrir, il faudrait la connaître, la côtoyer, il faudra essayer de l'escortiquer, essayer de la comprendre et puis l'étudier et la maîtriser. C'est ça. Donc quand il y a une situation comme celle-ci, elle n'est pas hors des lois de la vie, elle est aussi influencée par les lois et les règles de la vie. Ça c'est clair. Lorsque le problème du Covid-19 a commencé, je vous ai expliqué que je pense tout simplement que l'Artemisia annua va résoudre le problème du Covid-19. Donc, c'est vrai que quand nous parlons comme ça, il y a des personnes qui se disent non, on dérange. Mais c'est une question de pragmatisme, c'est une question de rationalisme. Il faut être rationnel et c'est aussi une question d'objectivité. On vous dit par exemple que la chloroquine est le remède pour traiter le Covid-19. Nous avons les coques qui est, comment dire cela, c'est de là que dérive
la chloroquine. Bon, maintenant, vous utilisez l'écorce et on va vous dire quoi? On vous dira, utilise ton écorce là, bois là, et ça va résoudre le problème. Et c'est tout à fait naturel et évident, puisque c'est de cette écorce là qu'on retire le principe actif qui combat le Covid-19. Bon, les Blancs, ils n'ont pas l'écorce. Ils viennent prendre chez nous ou dans d'autres régions du monde. Et nous avons l'écorce. On boit de cette écorce et automatiquement on arrive au même résultat. Mais le Blanc ne va pas accepter. L'OMS ne peut pas accepter cela. Parce que si vous le faites, vous ne passez plus par, c'est-à-dire que par les grandes firmes pharmaceutiques. Et ça fait des milliards de perdus qui pouvaient venir de l'Afrique ou bien d'autres régions qui ont cette plante-là. Vous voyez, ça pose un réel problème. Aujourd'hui, le problème de l'Artemisia annua, l'OMS ne reconnaît pas son efficacité. Depuis longtemps, l'Artemisia annua utilisée, ça fait au moins 2000 ans aujourd'hui. Et dans des médecines comme chinoises, dans la médecine chinoise et dans d'autres grandes médecines. Bon, est-ce que vous avez besoin que l'OMS vous confirme? Quand toi-même tu prends le Palupa, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire que attends d'abord faire les recherches. Pourquoi ils ne font pas les recherches depuis longtemps? Quand vous regardez la guerre du Vietnam, les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Pourquoi? Juste à cause de l'Artemisia annua. Parce que le chef des Vietnamiens, il a écrit à Mao Tse-tung, et lui demandant vraiment, voici le palu en train de nous tuer, plus que les balles des Américains. Les Américains eux-mêmes étaient en train de tomber sous les balles des moustiques. Et donc, voilà, le chef des Coréens, des Vietnamiens écrit à son frère Mao Tse-tung, qui finalement lui envoie des tonnes et des tonnes d'Artemisia annua. Et ces soldats vont boire, ils seront immunisés contre le paludisme et les Américains auront deux ennemis, c'est-à-dire les Vietnamiens et les moustiques. Finalement, l'armée a capitulé, elle s'est enfuie. Donc, si les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, c'est à cause de l'Artemisia annua. Vous voulez encore quel genre de preuves? Les Vietnamiens étaient enchantés, etc. Donc, je pense que dans les lois de la vie, il y a comme des perspectives cavalières, il y a des corrélations entre ces lois-là. C'est un peu comme une figure mathématique. C'est pour cela que j'ai expliqué que pour moi, l'Artemisia annua était la solution pour le Covid-19. Aujourd'hui, gloire à Dieu, le président malgache, il a pris cette affaire-là à cœur. Il a pris le risque d'en parler publiquement. C'est que d'autres présidents, même s'ils savent que c'est la vérité, ne peuvent pas soutenir publiquement parce qu'ils savent que automatiquement il y aura des répercussions économiques et politiques. Mais ce jeune homme s'est dit non, ce n'est pas seulement une question de dire que ça guérit, mais il a défendu les valeurs de la médecine africaine. Voilà, parlons justement de cette contre-indication de l'OMS par rapport à la possible guérison comme ça du Covid-19 en utilisant l'Artemisia annua. Homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas accorder tout de même un peu de crédit à l'OMS, sachant que tout médicament, par exemple, doit se consommer avec une prescription? Pardon, laissez ça. Avant l'OMS, on ne se soignait pas. Nos parents, c'était quelle organisation qui venait réguler leur, ça veut dire que la posologie des médicaments, quoi que ce que vous dites soit important et sa place. Donc c'est à nous, on va trouver la posologie. Là, il y a des posologies. Ça veut dire que ce qui se passe à Madagascar aujourd'hui, il y a une posologie. Donc on n'a pas besoin de l'OMS. Quand les animaux sont malades et vont cueillir de l'herbe pour manger là, est-ce que c'est l'OMS qui leur donne la posologie? Non, on n'a pas besoin de cela. Vous devez comprendre que le problème de l'OMS est plus sérieux que ce qu'on dit que posologie et tout ça. Non, c'est pas une question de posologie, c'est une question de finance. C'est une question d'économie. C'est une question Big Pharma. Le slogan de Big Pharma, chaque malade guéri est un client de perdu. Quand les gens pensent comme ça, vous voulez quoi? Vous voulez que, ok, ils voient que par vous-même, à prix de rien, tu sèmes ça derrière ta maison, tu prends toi et ta famille, le village est protégé contre le paludisme. On acclame, ouais, allez de l'avant. L'Afrique, si elle attend la permission de l'homme blanc, ne pourra jamais être libre. Et comment vous allez faire confiance totalement à une institution? Nous reconnaissons ce que l'OMS a fait. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui nous aident vraiment, nous bénissons le Seigneur. Mais s'il y a des plantes naturelles qui peuvent vous aider, c'est mieux de prendre votre plante naturelle que de prendre des médicaments qui ont des effets secondaires sévères parfois, qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque, rénale, hépatique, etc. Et puis, vous allez faire confiance en qui? Il y a une seule personne en qui il faut faire confiance totalement, Dieu. L'OMS avait fait des prévisions mortuaires et morbides, fantomiques et fantasmagoriques contre l'Afrique. Mais cependant, vous savez que ça n'a pas marché.
Donc, ça montre les limites de l'OMS. Et je pense que lors de l'épidémie du SRAS récemment, dans les années 2010, 2008-2010, vous savez que l'OMS avait aussi dit qu'il y aura au moins 10% de la population mondiale qui devrait mourir. Mais c'est pas arrivé. En France, on était à environ 1,2 million de personnes qui devraient mourir, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu environ 4000 personnes. Donc, pour dire que l'OMS se trompe, l'OMS c'est des hommes, mais nous refusons tout simplement qu'il y ait une plante qui fait du bien aux gens et que vous nous disiez que non, on ne peut pas faire les études. Pourquoi vous n'avez donc pas fait ces études depuis des centaines d'années? Ça montre simplement que vous refusez de le faire parce que vous savez que ça fonctionne. On a fait les tests à Madagascar, ils ont fait des tests sur des malades et ça guérit les gens et il faut pas qu'on nous dérange. Ces remèdes, la plupart de ces médicaments viennent soit de l'Afrique, soit de la Chine, soit du Japon. C'est-à-dire des plantes naturelles, les matières premières de ces grandes firmes-là, ça vient de chez nous en majorité. L'Afrique est l'un des continents les plus riches en pharmacopée aujourd'hui. Ok, homme de Dieu, parlons justement des prédictions que vous avez données. Vous avez parlé des insurrections par rapport au confinement et nous voyons que c'est déjà le cas aux États-Unis, en Chine et même en Afrique du Sud. Que pensez-vous de cela? Je ne pense rien. C'est arrivé et c'était prévisible. Ça c'est clair. Je pense que j'ai dit dernièrement que chaque gouvernement devrait faire attention. Chaque gouvernement doit faire attention. Chaque gouvernement devrait veiller à ce que le confinement ne devienne pas plus dangereux que le Covid-19 lui-même. Ouais, c'est ça la réalité. Et j'ai donné mon point de vue par rapport aux aides en milliards de dollars qu'on donne à nos pays africains pour lutter contre le coronavirus. Vraiment, j'ai dit que ça ne sert à rien. Pour acheter le matériel, quel matériel? Pour combien de personnes hospitalisées? Prenons le cas du Cameroun. Je pense que quand il y a confinement, on devait concentrer plutôt nos forces dans l'assistance de la population pendant la période de confinement. C'est-à-dire que le gouvernement doit dire, ok, 2 mois de confinement, et pendant ces 2 mois, nous nourrissons la population. Que l'aide vienne pour que les familles puissent continuer à vivre comme s'il n'y avait pas eu de confinement. Ça, c'est le meilleur confinement qui soit. Mais si vous dites aux gens, rentrez à la maison, ils n'ont plus de travail, ils n'ont pas de salaire, donc pas à manger. Après un certain temps, au lieu de mourir de faim et non du Covid-19, alors finalement, ils vont sortir dans la rue, ils vont se révolter. Et c'est ce qu'on voit en Afrique du Sud aujourd'hui et dans d'autres nations comme la Chine ou bien les États-Unis. Donc, c'est la société humaine. Vous voyez, l'homme c'est un animal grégaire. Et dans cet esprit grégaire, l'homme est un animal qui peut se révolter à tout moment. Donc, et c'est juste cet état nature qui est en train de se manifester. On expose donc les gens à retourner à l'état nature. Donc pour éviter cela, les aides devraient se faire autour des familles sur le plan nutritionnel, sur le plan sanitaire, en même temps que nutritionnel. Ça fait en sorte que les gens sont chez eux, mais ils ne manquent pas à manger. C'est comme s'ils sortaient, s'ils continuaient à aller au travail. Et après cela, parce que j'ai expliqué que l'après Covid-19 sera aussi un autre défi à relever. Parce que les sociétés, les entreprises étant mises à genoux à cause de cette inactivité prolongée, les gens ne pourront pas avoir leur salaire directement comme ça. Et là, automatiquement, les gens, la pauvreté va encore s'accentuer et l'économie dans notre pays, par exemple, qui déjà est en difficulté, sera encore bien touchée. Et on pourrait se retrouver dans une année, ça veut dire en train de finir, même si le confinement était levé en juin, nous pourrons nous retrouver en train de passer jusqu'à décembre pour essayer de se remettre, pour retrouver le rythme d'avant le confinement. Parlons justement de cette aide aux familles par rapport à l'alimentation que vous préconisez. Vous avez lancé l'opération Solidarité Covid-19 qui a eu lieu mercredi dernier du côté de la chapelle Rimam Mission d'Itomiki. On a vu beaucoup de familles démunies répondre présentes comme ça là, à cet appel. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Déjà, ça montre que les gens ont des difficultés à manger. Ouais, c'est tout ce que ça m'a montré parce que nous avions au départ préparé une aide pour 500 personnes. On a atteint environ 700 personnes, 750 personnes. Mais il y a eu plus de 1000 personnes qui étaient présentes. Ouais. Les gens qui étaient de très loin payaient le taxi pour venir prendre ce petit don que nous avions à leur donner. Et ça montrait tout simplement le niveau de carence alimentaire de notre pays et de l'Église à la tête de laquelle le Seigneur Jésus-Christ m'a établi comme pasteur.
Et ça m'a interpellé. Et j'ai compris que cette aide était à point nommé importante, mais surtout que les gens sont dans le besoin. Et donc, si le gouvernement pouvait faire quelque chose dans ce sens-là, ça serait très important. Vous voyez, on dit aux gens, les gens ne sortent pas. C'est-à-dire, même pour les rencontres d'église, les gens ne viennent pas. On fait les réunions, peut-être, il y a 2 vagues de 50 personnes par assemblée ou 3 vagues. Mais là, quand vous voyez plus de 1000 personnes qui viennent pour juste se prendre à manger, vous comprendrez que les gens ont entendu qu'il y aura un partage de denrées alimentaires. Et puis ils ont dit, même si je ne vais pas à l'église pour adorer, je prendrai le risque d'aller pour récupérer les denrées alimentaires mises à ma disposition. Ça pourra m'aider à vivre 1 jour, 2 jours. Et ça montre l'importance qu'une aide alimentaire peut avoir aujourd'hui auprès des populations camerounaises. Les gens ont besoin d'aide. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas. J'ai dit dernièrement que si avant le confinement, les gens ne s'en sortaient pas, on vient rajouter à cela le confinement, mais imaginez le phénomène, imaginez la situation apocalyptique, la situation catastrophique dans laquelle les gens seront en train de chevaucher, de caracoler. Donc, je pense que chaque pasteur devrait venir en aide à la communauté. Ça fera qu'une certaine couche sociale, et peut-être pas la moindre, serait touchée. Et ce serait un grand apport dans ce moment difficile. Il faut travailler, il faut intervenir, il faut interagir avec le peuple que Dieu nous a donné. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin de riz, les gens ont besoin de viande, les gens ont besoin de poisson. Il y a des gens qui, dans leur maison, voient leurs enfants dormir affamés. Vous voyez, si nous pouvons atteindre ces personnes, je vous dis la vérité, ce sera la plus grande aide qu'il faut apporter en ce temps difficile. Ok, homme de Dieu, et comment est-ce que les familles ont-elles réagi? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Moi, j'ai distribué et je suis parti directement après. Alors, il faut dire que vous avez distribué personnellement ce don alimentaire à toutes ces familles. Il y a des familles qui sont sorties comme ça satisfaites, d'autres étaient heureuses. Pour vous qui avez remis ce don à main à ces personnes, est-ce que vous vous êtes senti utile en tant que berger auprès de ces brebis? Oui, utile, peut-être jusqu'à certains égards. Mais je me sens insatisfait. Oui, parce que je crois que il faut encore le faire. C'est un sacrifice, je vous assure. Nous parlons de nourrir 700 personnes. Vous savez ce que ça peut représenter. Avec 2000 kilos de viande et avec 5 kilos de riz. Vous savez que ce n'est pas les déchets. Vous savez que c'était les kilos de viande sérieux. C'est vrai qu'à la fin, j'avais dit que qu'on coupe le bœuf, qu'on fasse 500 paquets. Parce que le bœuf en lui-même a donné plus de 700 portions. Parce que c'était un bœuf de plus de 350 kilos. Vous voyez. Donc 350 kilos, on a fait diviser par 2. Voilà comment j'ai calculé. Ça faisait dans les 750 paquets, je crois. Et donc, j'ai dit qu'on fasse les 750 paquets avec la peau. C'est-à-dire qu'on coupe comme la viande de brousse, non? C'est-à-dire on coupe la cuisse, ça avec la peau et on tape avec la hache, on fait demi kilo, c'est mêlé quoi. On coupe ta portion avec la peau au complet. Tu vas faire ce que tu veux de la peau là. Si tu veux jeter, tu jettes. Si tu veux préparer, tu prépares. Donc, qu'on laisse cela au choix de chacun. Mais ils ont plutôt fait la chair et les os. On a tapé viande avec os. Ils ont même d'abord fait viande sans os. Et d'autres ont reçu viande avec os, demi kilo. Et finalement, la peau à part. Ils ont fait le paquet de peau à part. Or, paquet de peau, il y a des gens qui peuvent prendre la peau. Il y a une dame à qui j'ai dit, quand j'ai découvert ça, j'ai regardé à l'intérieur, ce n'était que la peau. Bon, j'ai manifesté mon mécontentement. Bon, quand je suis fâché, c'est pour ça que j'ai arrêté la distribution. Je me suis retiré. À un certain moment, j'ai dit à l'administrateur général, ok, vous n'avez pas écouté mes recommandations, continuez donc à expliquer aux gens. Parce que je ne veux pas mettre à expliquer aux gens qu'on vous donne la peau. Je vous avais expliqué. Et ce que l'administrateur général a voulu faire, c'était d'atteindre le maximum de personnes. Parce qu'on avait 750 paquets. Et puis avec la peau, on s'est retrouvé à plus de 800 paquets environ. Vous voyez, donc il y avait un plus grand nombre de personnes qui pouvaient avoir de la viande. Donc ça, c'était une façon de penser. Et ce que j'avais ordonné, ce n'était pas ce qui avait été fait. Voilà pourquoi j'étais parti. Je leur ai dit, ok, et il faut continuer. Donc, désolé pour ceux qui ont été désagréablement surpris. Et désolé aussi pour ceux qui sont arrivés à midi. Et ils ont trouvé qu'on avait déjà distribué. C'était déjà fini. Pourquoi? Parce que
Ma femme elle-même est arrivée à midi, elle a trouvé que j'avais déjà fini. Elle aussi n'était pas contente, mais je me suis expliqué et elle m'a compris. C'est que je suis arrivé vers 11h. J'ai trouvé qu'il y avait au moins 500 personnes et les gens étaient assis par terre, sous le soleil. Il y avait un soleil caniculaire. Et je me suis dit, pourquoi laisser les gens rester sous le soleil pendant 1 heure de temps encore? Pourtant, tout était déjà prêt à la distribution. Donc, j'ai décidé de distribuer comme ça. Donc, désolé. Et je pense que prochainement, quand il y a des choses comme celle-là, il faudrait, s'il vous plaît, venir quand même. Il faut quand même avoir, comment dire cela, 1 heure d'avance de sécurité. Ok, homme de Dieu, parlons justement de ce partage. Croyez-vous qu'il y en aura un autre avant le déconfinement? J'ai ouï dire que le confinement s'arrêterait le 1er juin. Je ne sais pas si c'est vous les journalistes, c'est à vous de me donner l'information. Confirmé. Hein? C'est confirmé. C'est confirmé. D'accord, là c'est vous qui le dites. Donc si c'est confirmé jusqu'au 1er juin, ça veut dire qu'il y a encore le mois de mai. Et il faut dire que mon épouse et moi, nous avions déjà une opération que nous voulions lancer dans les quartiers. Vous voyez, cette fois-ci, on voulait orienter cette aide-là dans les quartiers. Parce qu'on a fait pour l'église, on voudrait aussi aller pour ceux qui ne sont pas de l'église. Parce qu'on ne doit pas seulement aider la communauté. Donc, nous aurons une autre opération solidarité Covid-19. Mais là, nous irons de maison en maison pour donner des paquets de riz comme ça aux familles pour leur venir en aide. De ça, on le fera au mois de mai. Mais ça ne sera pas au niveau de l'église encore cette fois-ci. Mais cette fois, ce sera, on va aller vraiment vers les maisons des pauvres. Ici, les gens sont venus à nous, mais cette fois-ci, nous irons vers les gens. Voilà, révérend prophète Ferdinand Ekane, il faut dire que vous n'avez pas que prédit l'insurrection par rapport au confinement, mais aussi l'origine humaine du Covid-19, évoquant comme ça cette vieille querelle entre les États-Unis et la Chine. Et maintenant, on voit dans des médias des débats qui sont ouverts par rapport à cela. Beaucoup accusent encore la Chine d'avoir développé le Covid-19. Voilà, je pense que il y a aussi quelque chose, ça veut dire l'ADN prophétique en moi fait que il y a des choses que je peux dire même dans une causerie, mais qui sont des prophéties. Vous voyez que toutes ces choses-là qui ont été dites et se sont accomplies, et je crois qu'il y a une influence prophétique dedans. Aujourd'hui, le problème n'est même plus au niveau des accusations entre les États-Unis et la Chine, etc. Ouais. Le problème est plus grave. Vous savez, par exemple, que dans un entretien accordé au site Pourquoi Docteur, le professeur Montagnier, qui est un prix Nobel de médecine habitué des polémiques, a déclaré que le SARS-CoV-2, qui était un autre nom scientifique du Covid-19, était issu d'une tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida par un laboratoire à Rouen. Donc maintenant, il faut comprendre que il y a une association entre le professeur Montagnier et le professeur Jean-Claude Pérez. Vous voyez. Et Jean-Claude Pérez, le professeur Jean-Claude Pérez, dans ses études, a affirmé que dans le travail de l'élaboration du virus du Covid-19, déjà qu'il s'agissait d'un travail d'une précision d'horloger. Vous voyez. Et que il y avait des présences des morceaux du VIH dans l'ADN du virus, du coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a des séquences de l'ADN du VIH dans les séquences dans l'ADN du Covid-19. Et que cela ne peut pas être fait de façon naturelle. C'est le travail chirurgical d'experts en biologie, et selon le professeur dont je viens de parler, Montagnier, ça vient des laboratoires chinois à Rouen. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un prix Nobel. En 2008, il a eu un prix Nobel, et il faut faire attention, c'est des personnes aguerries. Lorsqu'il vient, et c'est lui qui en 2008, il a eu le prix Nobel. Pourquoi? Parce que c'est le premier médecin qui a découvert le virus du VIH. C'est le premier qui a dit voici le virus du VIH. Parce que jusque là on disait que le VIH, c'est pas un virus, mais c'est un syndrome. C'est un syndrome voilà, de défaillance acquise, immunodéfaillance acquise. Bon, mais cependant, il a pu dire que je localise le virus du VIH, le voici ici. Et il a eu un prix Nobel pour cela. Et maintenant, il revient connaissant mieux. Personne ne maîtrise mieux que lui les séquences du VIH. Donc, dans ses recherches avec son collègue Jean-Claude Pérez, ils ont découvert dans les séquences
du Covid-19 des séquences, des petits morceaux de VIH. Et ils ont soupçonné que ce serait peut-être un essai de travail de vaccin, de préparation et de recherche sur un vaccin anti-Covid-19. Et bon, mais la séquence du VIH fait quoi là à l'intérieur? Et d'une autre façon aussi, il a expliqué, et j'ai suivi dans une chaîne française, que les séquences du VIH seraient aussi pour affaiblir l'immunité. Le système immunitaire, vous voyez. Donc, maintenant, est-ce que c'était pour un vaccin? Est-ce que c'était pour d'autres projets, oui, buts ou projets plus machiavéliques que ce que nous pouvons imaginer? Dans tous les cas, selon leurs études, bon, c'est vrai que d'autres médecins ont contredit leur approche, mais ils ont parlé d'une grave mutation du Covid-19, du coronavirus. Ici, ce qu'on appelle, vous savez qu'il y a eu d'abord, il y a eu la grippe orientale, c'était toujours un coronavirus, c'est le coronavirus. Il y a eu le SRAS, c'était toujours un coronavirus avec le SRAS. Maintenant, on parle du SARS-CoV-2, qui est le Covid-19. Là encore, c'est le même virus, mais seulement la différence avec le SRAS de 2008 et le SRAS oriental, etc., c'est que cette fois-ci, on a inoculé dans ce virus des séquences du VIH. Là, ça devient un peu plus complexe, c'est pour cela que c'est devenu plus meurtrier. Voilà, il faut dire comme de Dieu, il y en a qui parlent même d'un possible Covid-20 dans les jours à venir, disant qu'il y a d'autres expériences qui se font en secret par rapport. Oui, dans tous les cas, nous vivons dans un monde dangereux. C'est-à-dire que on a tellement de choses qui ont été révélées. Et je vous ai parlé du principe de la surpopulation mondiale qu'il faudrait essayer de réduire. Voilà. Et je pense que vous avez des grands chercheurs, des grands docteurs qui l'ont dit, pas que c'est caché, que les pandémies sont le moyen d'élimination massive non militaire et plus acceptable. Bon. Bill Gates le dit dans le documentaire qui vient de sortir sur le Covid-19. Vous savez, vous pouvez avoir ce documentaire sur Netflix. Et c'est un documentaire qui vient juste de sortir, qui n'est pas encore répandu. Vous pouvez pas l'avoir sur YouTube pour le moment. De suivre ce documentaire, et là, il expliquait clairement que les pandémies sont le meilleur moyen pour réduire la population mondiale. Bon, quand quelqu'un dit comme ça là, entre nous, ça pose un problème. Vous savez qu'actuellement, il y a un vaccin qui est en train d'être testé en Europe. Et il y a déjà quelques volontaires qui sont en train de tester. C'est toujours dans ce documentaire-là que j'ai vu cela. Bon, mais nous, Africains, nous disons qu'on n'a pas besoin de vaccins expérimentaux. Moi, ce que je peux dire aux gens et au gouvernement, c'est que si c'était possible, que quand on nous apporte le vaccin, c'est-à-dire qu'ils expérimentent ça là-bas chez eux, et ils viennent avec le vaccin, et que nos chercheurs puissent vérifier que ces vaccins-là ne contiennent rien d'autre de dangereux. Je crois que ça nous rassurerait un peu plus. Mais nous dit simplement, nous mettre face au fait accompli, on dit, ok, vous devez vous vacciner, vos enfants doivent se vacciner à l'école. Je pense qu'à un certain niveau, si les gouvernements ne nous rassurent pas en Afrique, nous on va retirer nos enfants des établissements scolaires. On va les garder à la maison parce qu'on préférerait qu'ils n'aillent pas à l'école, mais qu'ils vivent longtemps. Donc, il faut faire attention. La population à un certain niveau, qui a été longtemps piétinée, longtemps oppressée, longtemps opprimée, pourrait finir par se révolter. Donc, homme de Dieu, pour mettre la clé sous le paillasson, que pouvez-vous conseiller à cette population qui est tellement exposée à tous ces dangers dans le monde? Quelle population? Nous qui faisons face au Covid-19, au SRAS. Oui, je pense que ce que nous devons faire, c'est juste, il y a des mesures. Il faut prendre Artemisia Nua. Il faut prendre, c'est des plans naturels. Il faut les prendre. Et je crois que ça fonctionne. Tout simplement, je veux pas la publicité de ceux qui vendent la plante, mais je parle des choses que notre Dieu a créées, et c'est biblique, vous le savez. Voilà, la Bible dit que les feuilles de l'arbre de la vie servaient à la guérison des nations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut prendre ça. On a écho qu'il faut prendre en des mesures selon les posologies que les spécialistes dans ce domaine-là donnent. Et je crois que ça va aller. Il faut être prudent. Il faut prendre les mesures de sécurité qui ont été données. Mais je dis que c'est quelque chose qui est en train de finir. Bon, pour nous Africains, on a vaincu. Le sang de Jésus nous a déjà donné la victoire. L'Église a dit non. Les Africains eux-mêmes ont dit non. Vous voyez comment l'Afrique a pris l'affaire-ci.
Non, les noms se sont levés. Au Congo, le ministre de la Santé a d'abord dit que c'était oui à l'essai de vaccin. La population a dit non, lui-même s'est rétracté. Donc, comme pour dire que le pouvoir est entre les mains du peuple en réalité. Donc, si on vous piétine et vos dirigeants vous livrent, vous avez le droit de vous révolter et de sauver votre tête et celle de votre famille. Donc, c'est un peu cela. L'Afrique doit se réveiller. Les fils de l'Afrique doivent se réveiller. Moi, je pense qu'on ne doit plus avoir peur de dire certaines choses pendant qu'on a perdu des millions de personnes. À cause de ces choses-là, il faut dire non, il faut oser le dire au prix de n'importe quoi. Juste pour que l'Afrique puisse se lever. Un jour, il faut que l'Afrique se lève. Un jour, il faut que l'Afrique devienne indépendante. Un jour, il faut que l'Afrique prenne son destin en main. Il faut que l'Afrique réussisse aussi. Les autres nations ont travaillé. Aujourd'hui, on a tout pour réussir. Mais on peut toujours nous maintenir sur le joug. Soit des organisations on va dire que OMS, etc. Comme, regardez par exemple ce qui se passe avec la CPI. Aujourd'hui, la CPI, quel président de grande puissance il a passé là-bas? Combien vous avez vu? Malgré tout ce que Donald Trump parle là, vous avez entendu un jour que la CPI dise que, bon, non, Donald Trump là, il faut qu'il passe par nous ici. Qui tente ça, vous allez voir, ils seront dissous le même jour. Donc c'est la loi du plus fort en réalité. On amène Laurent Gbagbo là-bas et on amène je pense c'est Omar Béchir, c'est Béchir? Omar El Béchir. Oui, qui passe là-bas, les Hissène Habré, tout ça là, c'est les gens sans défense. Oui, c'est les Africains. Il faut dire que justement, il y a eu un problème comme ça avec la présidente de la CPI, Fatouma Bensouda. Lorsqu'elle a voulu attaquer des militaires américains, elle a vu son visa suspendu des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Et vous là, on est bêtes. Hein? Nos dirigeants aussi sont bêtes. Il faut que on dise, la CPI dit que vous extradez tel président. Parce que vous voyez que le problème c'est que, par exemple, quand il y a un opposant qui veut monter au pouvoir et que son prédécesseur a commis certaines exactions, et il se dit, ok, livrons-le à la CPI, comme c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il envoie la CPI, il se dit que non, il se débarrasse d'un ennemi. Mais il se débarrasse pas seulement d'un ennemi, mais il vend le destin des Africains et des fils de son pays. Donc il faut dire non à ces choses-là. C'est-à-dire que tu dis non, nous avons des tribunaux qui sont compétents, on va les juger ici chez nous. Et si la CPI veut que les présidents africains ou les anciens présidents africains puissent passer par elle, il faut qu'elle commence par juger des grandes puissances, les présidents américains, les présidents russes, les présidents chinois, les présidents de l'Inde. Voilà, comme ça là, on va commencer, les présidents, on amène les présidents, par exemple, de certaines nations africaines parce que ils ont mis l'homme au pouvoir. On les met, on dit qu'il faut passer à la CPI parce que vous êtes des dictateurs, vous avez mis l'homme au pouvoir. Il faut que la reine d'Angleterre passe aussi là-bas. Allez l'arrêter, vous nous l'amenez à la CPI, vous la jugez, on va comprendre. Arrêtez Vladimir Poutine, il a plus de 20 ans au pouvoir. Amenez-le à la CPI pour malversation dans les élections présidentielles, pour corruption. Amenez-le, on saura que vous êtes une cour vraiment indépendante, cour pénale indépendante. Hein, c'est indépendant ou international? International, c'est pas international. Il faut changer le nom. Il faut mettre CPA, Cour pénale africaine. Là, on comprendra. Ce sera mieux comme ça. Donc, les dirigeants africains doivent dire non. Hein, c'est pour cela qu'il faut saluer les pères du panafricanisme africain comme Thomas Sankara, qui ont Kwame Nkrumah, Nancy Azikiwe, etc. Hein? Kadhafi, il faut saluer ça parce que c'est des personnes qui ont voulu défendre les valeurs africaines, mais aux dépens de leur vie. Bon, mais quand vous avez des dirigeants peureux là qui préfèrent être au pouvoir et manger avec leur famille que de défendre la destinée de leur nation, je pense qu'un bon président c'est celui qui sacrifie sa vie pour son peuple. C'est pas comme quelqu'un qui avait chanté je veux mourir pour vous et après quand il a vu que ça fonctionne, il a dit que je ne mourrai plus, je vivrai. Il a dit que chacun doit se débrouiller. Donc, on a besoin de gens qui peuvent mourir pour l'Afrique, pour défendre la liberté des Africains, pour défendre la souveraineté de l'Afrique, pour défendre les retrouvailles des valeurs africaines. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Et rappelons que nous parlions de l'accomplissement des prédictions données par l'homme de Dieu par rapport au Covid-19. Merci Daniel Kadjo pour votre participation. Merci aussi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous. Ok, bonne suite de programme sur la 91.5. He's at the door.
He's at the door. Don't let him walk away.